Dans la résistance et dans la combativité, leur parcours suscite attention et admiration. Femmes, debout et engagées pour les droits humains, la liberté et le développement. Sous le parrainage de la célèbre cantatrice américaine Barbara Hendricks, vivez la 8e édition de Ciné Droit Libre du 2 au 14 juillet 2012 sous le thème « Femmes, moteurs de changement ». Cette émission spéciale est non seulement la tribune donc, des réalisateurs, mais aussi l'espace idéal pour recevoir quelques responsables du festival qui ont participé donc à la rencontre qui a eu lieu ici même à Ouagadougou en marge de la 8e édition du festival Ciné Droit Libre. Et à ce titre, j'ai avec moi sur ce plateau un coordonnateur du festival, donc, du festival Ciné Droit Libre du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire, c'est M. Yacouba Sangaré. C'est d'abord un confrère, cher confrère, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes donc le coordonnateur du festival Ciné Droit Libre. Avant donc de m'entretenir avec vous, M. Sangaré, qui est coordonnateur du festival Ciné Droit Libre du côté d'Abidjan, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de nous entretenir avec vous, on va suivre un reportage dans lequel d'ailleurs vous intervenez, un reportage donc qui résume un tout petit peu donc la rencontre de ces responsables du festival venus des 4 coins du monde pour réfléchir sur comment organiser ces différents festivals et comment peut fonctionner ce réseau pour permettre aux différents festivals de bénéficier donc du soutien et même d'avoir des films pour les cinéphiles. Tout de suite ce reportage. Ouagadougou, capitale du cinéma africain, accueille pour la 8e fois le festival Ciné Droit Libre. En marge de ce festival de films sur les droits humains, une dizaine d'autres festivals se sont retrouvés à Ranotel pour une rencontre professionnelle. Et nous sommes une dizaine de participants venus un peu partout, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et aussi de l'Europe. On a même une participante qui vient des États-Unis, de l'Université de Californie à Santa Barbara. L'objectif de la rencontre, c'est de partager nos expériences, échanger un peu sur l'organisation de ces festivals, la recherche de financement, l'établissement de la programmation et puis évoquer aussi les difficultés qu'on rencontre sur le terrain. For 2 days, we will exchange experiences among all different festivals on different topics like fundraising, like programming, how to deal with press difficulties, how to make sure that your event is not only one-time event, but continues for years and years, like Ciné Droit Libre does. And yeah, so I'm really excited to be here and to meet everybody. Durant 2 jours, les participants partagent leurs expériences autour des festivals de films sur les droits humains, car l'organisation d'un tel genre de festival n'est pas une chose simple. Ces difficultés, c'est d'abord la recherche de financement. C'est vraiment pas facile de mobiliser les fonds pour ce genre de festival. Ça n'intéresse pas beaucoup les gouvernants, même des opérateurs économiques, des entreprises qui sont habituellement inclines à financer des activités culturelles, rechignent à financer le festival des droits humains parce que c'est des questions sensibles. Et c'est des thèmes qui dérangent un peu les pouvoirs publics dans ce sens-là. Donc l'une des principales difficultés, c'est surtout la recherche de financement. Ensuite, il faut trouver aussi des films qui sont adaptés aux situations de droits de l'homme qui sont dans nos pays. Ça aussi, ce n'est pas totalement évident. Mais avec le réseau des festivals de droits de l'homme, c'est souvent intéressant de trouver des festivals qui n'évoquent peut-être pas directement la situation qu'on vit dans nos pays, mais qui évoquent des sujets qui sont similaires aux situations que nous vivons dans nos différents pays. Après la rencontre, les responsables des différents festivals retourneront dans leur pays avec des meilleurs outils pour organiser et renforcer leur festival afin que les droits humains soient mieux connus et défendus. The basic thing is that a film festival creates a platform where people are together and sharing the experience of watching the same film, but also have the chance to talk about it afterwards. Yeah, in that sense, new networks are creating, new ideas on human rights are discussed, and also new knowledge is disseminated. Un festival de films sur les droits humains peut apporter beaucoup de choses. La première des choses, c'est d'abord de susciter le débat. On dit pour pouvoir soigner un mal, il faut qu'on en parle déjà, pour pouvoir ne serait-ce que faire un diagnostic, ne serait-ce que faire une sorte de catharsis pour évacuer un peu la douleur qu'on estime par rapport à ce mal-là. Et le festival permet déjà de parler, de susciter le débat. Et ensuite, il permet de montrer des films. Donc, vous savez qu'on dit une image vaut plus que 1000 mots et les films parlent plus que les mots. Donc les films aussi permettent aussi aux populations de voir des visus, des situations palpables et dont ils peuvent s'en servir, dont ils peuvent comprendre la pertinence. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.
retour donc sur ce plateau avec mon invité que je vous avais présenté tout à l'heure, Yacouba Sangaré. Alors, M. Sangaré, on l'a vu dans l'élément, vous êtes intervenu, vous avez posé la problématique. Dans un premier temps, la question du financement. Est-ce qu'on peut en parler? Exactement, c'est l'une des principales contraintes auxquelles nous sommes confrontés, nous qui organisons ce type de festival-là. Parce que ces festivals traitent des sujets qui sont très sensibles, proposent des films qui abordent des thématiques qui dérangent. Et ça ne plaît pas toujours au pouvoir public. Et c'est vraiment pas facile de mobiliser les fonds pour ce type de festival. Il faut beaucoup de démarches, beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, beaucoup de volontariat pour espérer effectivement obtenir un financement. Souvent même vous pouvez organiser 1 ou 2 éditions sans obtenir de financement. C'est vraiment une principale contrainte. Et au cours de cet atelier, on en a beaucoup discuté. On a eu la chance d'avoir une participante qui représentait une fondation importante, Movisat Matters, que je permets de citer avec votre autorisation, qui est une des fondations qui soutient justement ce type de festival-là aux Pays-Bas. Donc nous avons échangé, nous leur avons expliqué les contraintes que nous rencontrons sur le terrain, les difficultés que nous rencontrons pour pouvoir justement mobiliser les fonds à partir d'abord de la rédaction du projet, ensuite de sa soumission au potentiel bailleur de fonds. C'est vraiment un casse-tête chinois. Avec des spécificités propres à chaque pays. Oui, à chaque pays. Moi, je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est un pays qui a vécu 10 années de guerre traumatisante et qui en est sorti encore 2 fois plus traumatisé avec beaucoup de morts, tout ce que vous savez qui s'est déjà passé en Côte d'Ivoire. Donc sur la question, ce n'est pas aujourd'hui la priorité des pouvoirs publics en Côte d'Ivoire. Eux, ce qui les préoccupe d'abord, c'est de mettre l'État sur les rails. Remettre sur les rails l'administration, faire fonctionner l'administration, les services de santé qui à un moment donné ont arrêté de fonctionner. La réconciliation. La réconciliation aussi qui était un chantier d'antex pour le pouvoir. Donc la question de la sensibilisation des droits de l'homme, elle est certes pertinente, mais pour le moment, ça ne fait pas partie des priorités, hélas. Alors que nous pensons que ça doit faire partie des priorités parce que nous savons à quel point les droits de l'homme ont été violés durant ces 10 années de crise en Côte d'Ivoire. Elles l'ont été davantage durant les 6 mois de la crise post-électorale que nous avons vécu. Il y a eu beaucoup de massacres, beaucoup d'atteintes aux droits humains. Malheureusement, ce n'est pas encore une priorité. J'avoue que cela me chagrine par moment. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut organiser un festival comme Ciné Droit Libre à Abidjan? Oui, ça s'impose, comme j'ai eu à le dire dans le reportage, parce que la Côte d'Ivoire est l'un des pays où les droits de l'homme ont été largement violés durant ces dernières années. Je ne reviendrai même pas sur 2002. Je prendrai seulement la période entre décembre 2011 et avril. Et décembre 2010 et avril 2011. Dieu seul sait combien de personnes ont été tuées. Dieu seul sait il y a eu combien d'enlèvements, combien d'exécutions sommaires. Vraiment, la liste est innombrable. Officiellement, c'est 3000 morts, mais en réalité, il y a plus que ça, sans compter ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire l'article 125, que vous connaissez, le supplice du feu, c'est-à-dire pétrole 100 francs, article 25, on vous attrape, vous avez un nom qui ne correspond pas à la coloration politique que défend ceux qui vous attrapent, ils vous incendient. Vous imaginez un être humain qu'on a vu, des êtres humains qu'on a attrapés vivants, qu'on a ligotés, versé du pétrole, puis allumé comme on a allumé un feu de paille, des pailles, pardon. C'est vraiment écœurant, c'était inhumain. À un moment donné, la population s'est déshumanisée en Côte d'Ivoire. Et face à une telle situation, on ne peut que promouvoir les droits humains. Ce festival a donc sa place largement en Côte d'Ivoire. Alors, quel type de film projeter pour que les Ivoiriens même comprennent que de tels festivals peuvent contribuer justement au processus de réconciliation qui est véritablement le maître mot en Côte d'Ivoire? Bien, on a coutume de dire que pour exorciser un mal, il faut en parler. Pour preuve, quand on est malade, quand on va voir un médecin, le fait même déjà de se confier aux praticiens de la santé nous soulage un tant soit peu du mal qui nous martyrise dans notre fort intérieur. Nous pensons qu'il faut parler. Pour moi, le type de films qu'il faut proposer, il faut d'abord proposer des films sur la guerre pour que les gens prennent conscience que la guerre, ça n'a jamais été injuste, ça n'a jamais été un plaisir. On va le dire. Sur les atrocités d'une guerre, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Et on ne peut jamais imaginer l'ampleur des conséquences qu'on peut subir et qui peuvent endommager le pays. Il y a ce fait. En plus, deuxièmement, on doit aussi proposer des films qui donnent des exemples de réconciliation réussie. Par exemple, comme en Afrique du Sud, comme au Rwanda, où il y a eu un tribunal pénal où les bourreaux sont venus confesser leur drame, leur mettre devant les victimes et il y a une sorte de catharsis pour que les gens puissent repartir sur de nouvelles bases. Nous, on a besoin de ces exemples-là. D'un côté, montrer que la guerre est vraiment atroce et d'un côté, montrer qu'après la guerre, il y a une vie après la guerre. Le fait d'être déjà en vie après la guerre, c'est déjà une grâce de Dieu. Je pense que là, on comprend quand on est sorti de cette période-là que la vie, ça n'a pas de prix.
Et donc, il faut qu'on la préserve et qu'il y a nécessité de se réconcilier. Et puis ensuite, des films aussi qui vont montrer des exemples dans d'autres pays où il y a plusieurs ethnies, plusieurs peuples différents et qui ont aussi une histoire d'immigration, ont réussi à former une symbiose pour pouvoir fonder une nation forte. On doit aussi montrer des films de ces gens en Côte d'Ivoire pour montrer que la Côte d'Ivoire est un pays qui est riche de sa diversité. Elle doit assumer son histoire. C'est un pays d'immigration et elle doit l'assumer. Et tant qu'elle ne l'assume pas, elle sera toujours confrontée à des remous sociaux. Moi, je pense que ce qu'on a vécu ces dernières années doit être vraiment une grande leçon pour nous. C'est une grande leçon, vous l'aviez dit. Ça augure un tout petit peu de l'édition 2012 de Ciné Droit Libre Abidjan? Oui, exactement, puisque nous sommes actuellement dans ce qu'on pourrait appeler la période de la réconciliation nationale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats. On reproche beaucoup à cette commission de ne pas être très active, de se limiter au discours politique. Moi aussi, c'est un avis que je partage dans une certaine mesure parce que je pense que la réconciliation, ce n'est pas les conférences, ce n'est pas les colloques. Disons qu'on va pas c'est aller vers les victimes, c'est aller vers les populations. Et ce qui gêne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une partie des bourreaux qui n'ont pas encore pris conscience qu'ils ont commis du tort. Et là aussi, ça crée un peu ce qu'on pourrait appeler une situation un peu de révolte interne pour ceux qui ont subi ces torts-là. Donc, je pense qu'il faut proposer des films qui vont dans ce sens-là. Et nous, on ira vers les populations dans les quartiers qui ont beaucoup souffert justement de la crise. Et c'est ce qu'on a décidé, où il y a une forte densité humaine, pour proposer ces films pour que les gens réapprennent à vivre ensemble, qu'ils comprennent que ce qui s'est passé, c'est passé. Il faut qu'on regarde maintenant devant. Avec des débats francs aussi, avec des débats francs, parce que ça ne sert à rien de projeter des films et permettre à chacun d'en tirer des leçons, alors qu'on peut poser le débat. Il faut toucher le problème du doigt. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire, à l'origine, c'est un problème d'identité qui a été manipulé en fait. Et je pense que si la crise s'est exacerbée en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations politiques. On l'a constaté même quand la crise a atteint un moment son paroxysme. Dieu merci, on n'est pas tombé un peu dans l'affrontement ethnique à un niveau. Les gens, bien qu'ils soient des ethnies différentes, de confessions religieuses différentes, ils sont quand même restés chez eux. Il n'y a pas eu cet affrontement entre civils, c'est resté une guerre entre deux armées. C'est vrai qu'il y a eu des exécutions par rapport au fait que telle personne soit d'une ethnie A ou d'une ethnie B. Mais de façon générale, la guerre n'a pas basculé totalement sur le terrain religieux, le terrain tribal. Ça a été vraiment une chance. Cela prouve que les populations, en l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'intègrent pas un peu ces questions ethniques-là et tribales-là. Il y a eu juste une manipulation des hommes politiques qui ont malheureusement instrumentalisé en général la jeunesse, une certaine jeunesse désœuvrée qui n'avait pratiquement rien à faire, pas de boulot, souvent même pas de diplôme, et qui ont trouvé en la politique une sorte, un terreau fertile justement, non seulement pour avoir un peu d'argent et pour pouvoir commettre malheureusement des exactions. Et je crois aujourd'hui que certains jeunes ont commis des crimes sans avoir pris réellement conscience, sans avoir mesuré réellement l'ampleur de leur acte. Et je pense qu'aujourd'hui, certains doivent encore le regretter. D'accord. Alors, Ciné Droit Libre 2012, vous êtes à Ouagadougou, dans le cadre donc, de cette 8e édition-là. Déjà un mot sur quelques films que vous avez vus. On a vu quelques films de jeunes réalisateurs burkinabés. Déjà un mot là-dessus? Oui, j'ai beaucoup apprécié le film sur Nabaloum. Qui a été comme une grande figure de proue de la boxe. Que vous avez connu aussi à l'époque en Côte d'Ivoire? Oui, quand j'étais encore plus jeune, je me souviens, j'entendais le nom. Il est même allé boxer en Côte d'Ivoire aussi par moment. Et j'avoue que quand je l'ai découvert à la Mako, j'ai eu quand même un pincement au cœur. D'abord une certaine joie de le retrouver, mais en même temps une tristesse de constater que ce monsieur qui a porté le drapeau de son pays se retrouve aujourd'hui dans un état, je ne dirais pas de décrépitude, mais au moins, il n'est pas dans l'état où il devrait être aujourd'hui par rapport à ce qu'il a rendu comme service au Burkina. J'ai ensuite aimé un autre film, L'Homme des Blacks. Black Solomon, c'est un artiste que j'ai eu la chance de rencontrer en Côte d'Ivoire, de son vivant. Disons qu'il a connu la célébrité en Côte d'Ivoire avant de venir au Burkina. Et je me souviens l'avoir rencontré quelques mois après son accident lors d'une mission au Burkina en 98 ou 99, je ne sais plus exactement l'année. Et ce jour-là, je suis reparti de chez lui vraiment les larmes aux yeux parce que j'ai découvert un homme qui était totalement métamorphosé, qui réapprenait à écrire et à lire l'alphabet comme si c'était, permettez-moi l'expression, un gamin qui faisait ses premiers pas. Et j'ai compris, et cela m'a vraiment touché. Et ça, ce film, je pense que c'est un bel hommage à cet artiste qui le méritait.
C'est vrai que ça vient 10 ans après, mais oui, mieux vaut tard que jamais. Que jamais, tout à fait. Ensuite, j'ai aussi apprécié aussi le film sur la guerre des terres que j'ai suivi, qui a été aussi fait par un jeune réalisateur burkinabé qui pose une problématique qui est vraiment fondamentale dans nos pays de la sous-région. Cette guerre des terres, elle est aussi très récurrente en Côte d'Ivoire. À un moment donné, ça a entraîné vraiment des conflits entre des villages, des peuples qui vivaient en symbiose depuis 20 ans, 30 ans, 50 années, sont arrivés à s'entretuer pour des problèmes de terre. Ça, c'est un problème aussi. Je profiterai aussi de vos colonnes pour interpeller nos gouvernants. Il faut qu'ils prennent le problème à bras le corps pour le régler, parce que le problème de la terre, c'est source de conflits dangereux et graves. Voilà. Alors, avant de vous laisser partir, déjà un mot sur le plan culturel, parce que je sais aussi que vous êtes journaliste culturel. Oui. Vous êtes venu à plusieurs éditions du FESPACO. L'actualité culturelle en Côte d'Ivoire, par rapport à l'actualité culturelle au Faso, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a des films qui sortent de part et d'autre, qu'on échange par le biais donc, de différents festivals, comme celui de Ciné Droit Libre. Déjà un mot là-dessus? Bon, je pourrais commencer par dire que déjà la culture au Burkina Faso, c'est clair, elle est plus dynamique qu'en Côte d'Ivoire. Ah, ça, c'est vous qui le dites? Oui. La preuve, en Côte d'Ivoire, il n'y a pratiquement plus de théâtre en tant que tel. Même cinéma, il n'y a pratiquement plus de cinéma. Sur la dizaine de salles qui existent aujourd'hui, il n'y a pas plus de 3 salles qui fonctionnent véritablement. Et ces salles fonctionnent parce qu'elles appartiennent à un complexe commercial. Donc, elles ne vivent pas en quelque sorte de leurs recettes. Elles vivent un peu de tout ce que le complexe commercial rapporte. Ça, c'est un constat. Et puis ensuite, la musique en Côte d'Ivoire, l'industrie musicale, moi je suis en train de faire un travail là-dessus en ce moment, ça n'existe pratiquement plus. Tout c'est des œuvres piratées. Les maisons d'édition, de production ont toutes fermées, ce qui n'est pas encore le cas au Burkina. J'avoue que j'apprécie un peu ce dynamisme-là au Burkina. La différence entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est qu'on sent une véritable politique culturelle ici, un engagement des autorités auprès des artistes qui les accompagnent pour une aide à la création. En Côte d'Ivoire, avec les nouvelles autorités, ils essaient un peu de faire cela. Ils viennent de lancer un fonds d'aide à la création qui va un peu aider les dramaturges, même aussi les producteurs de musique à pouvoir produire leurs œuvres. Mais on ne verra les résultats que dans peut-être 1 ou 2 ans. Il faut d'abord mettre les mécanismes en place. Voilà. Merci d'être venu, Monsieur Yacouba Sangaré. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous êtes coordonnateur donc, du Festival Ciné Droit Libre du côté d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Vous étiez à Ouagadougou dans le cadre donc, de Ciné Droit Libre 2012, 8e édition. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Je me permets de vous serrer la main tout de même. En tout cas, merci, ça a été un plaisir. Et je tenais à vous féliciter vraiment pour cette initiative. Un plateau de télé pour un festival, c'est vraiment une idée géniale. On espère qu'à Abidjan, on aura l'occasion d'en faire. Voilà, merci d'être venu. À vous, téléspectateurs, on vous dit à très bientôt.